Bienvenue, belle âme en métamorphose, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous abordons une phase aussi déconcertante que libératrice, souvent mal comprise. Pourquoi le féminin divin se détache du masculin à la phase finale? Ce n'est pas un reniement de l'amour, mais l'ultime acte de fidélité à sa propre essence. Ce détachement n'est pas une froideur soudaine, ni un caprice. C'est la cristallisation achevée d'un long processus d'intégration. Pendant tout le chemin, le féminin a joué le rôle de l'aimant, du réceptacle, de la force qui maintient l'espace et la mémoire du lien, souvent au prix d'une immense dépense énergétique. Elle a été le miroir, le jardin, le phare. À la phase finale, ayant suffisamment travaillé sur elle-même, ayant forgé sa souveraineté dans le feu de l'attente et de la douleur, elle atteint un point de saturation intérieure. Elle a tellement intégré l'essence de l'amour qu'elle représente, tellement ancré en elle-même les qualités qu'elle cherchait chez l'autre, la force, la présence, la sécurité, qu'elle n'a plus besoin de l'extérieur pour se les rappeler. Elle est devenue cela. Le détachement est donc le signe qu'elle a récupéré toutes ses parts projetées. Elle n'a plus rien à chercher dans la dynamique. Elle est devenue entière. Ce détachement se manifeste d'abord par un changement radical dans la qualité de son attention. Auparavant, son attention était comme un faisceau laser, focalisé sur l'autre, ses gestes, ses silences, sa progression, ses rechutes. Cette attention était chargée d'espoir, d'interprétation, de désir. Désormais, cette attention se rétracte et se diffuse. Elle se rétracte vers son propre centre, vers la gestion de son énergie, de sa créativité, de sa paix. Et elle se diffuse vers le monde dans son ensemble, ses projets, ses amitiés, la simple beauté du présent. L'autre n'est plus le centre de son univers psychique. Il devient un point dans le tableau, important, mais non exclusif. Elle cesse de lui prêter une énergie mentale qui la vide. Elle réinvestit cette énergie dans la construction tangible de sa vie. Si tu traverses cette phase de recentrage et de diffusion de ton attention, quel est le premier domaine de ta vie qui a retrouvé de la couleur et de l'énergie? Partage-le en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour trouver un écho à cette transformation. Ensuite, apparaît une neutralité bienveillante et inébranlable. Ce n'est pas de l'indifférence. L'indifférence est froide, passive, souvent teintée de ressentiment. La neutralité bienveillante, elle, est chaude, active et paisible. Elle peut entendre des nouvelles de l'autre, voir ses errances ou ses petits progrès, sans que son cœur ne fasse des montagnes russes. Elle observe avec compassion, mais sans s'accrocher. Elle a fait le deuil de l'issue. Elle a lâché le besoin de contrôler le timing, la forme, voire même la réalisation de l'union. Elle sait que sa propre plénitude ne dépend plus de cela. Cette neutralité est la forme la plus haute de l'amour inconditionnel, aimé sans attachement au résultat, sans besoin de possession. C'est un amour qui libère totalement l'autre, car il est né de sa propre libération intérieure. Ce détachement s'accompagne souvent d'une réévaluation silencieuse et sans drame. Elle regarde la dynamique passée et présente avec les yeux d'une architecte qui évalue les fondations. Elle ne voit plus le potentiel romantique, mais les patterns concrets, les schémas répétés, l'écart entre les paroles et les actes. Cette évaluation n'est pas faite avec amertume, mais avec une clarté lucide. Elle se demande, cette dynamique, telle qu'elle s'est incarnée jusqu'ici, est-elle le terreau sain dans lequel je veux faire fleurir le reste de ma vie? La réponse, souvent, est non. Non par rejet de la personne, mais par respect pour la vie qu'elle s'est construite et qu'elle veut préserver et embellir. Elle cesse de vouloir sauver, réparer ou attendre. Elle choisit la préservation de sa propre intégrité. À ton avis, quel est le facteur le plus important dans cette réévaluation? La constance des actions, le respect des engagements ou la qualité de la communication? Partage ton critère en commentaire. Vient alors le cœur de ce détachement, le transfert de l'investissement sacré. L'énergie qu'elle investissait dans le lien, dans la visualisation de l'union, dans la prière pour l'éveil de l'autre, elle la transfère intégralement dans l'incarnation de sa propre divinité. Elle ne prie plus pour que l'autre change, elle agit pour devenir la plus haute version d'elle-même. Elle ne visualise plus la réunion, elle construit la vie qui lui plaît, ici et maintenant. Elle fait de sa propre existence un sanctuaire si beau, si paisible, si vibrant, que l'entrée d'une autre personne doit être un choix délibéré d'enrichissement mutuel, et non plus une nécessité pour combler un vide. Elle investit dans son art, sa santé, sa spiritualité, ses liens choisis. Elle devient un soleil qui brille par lui-même, et non plus une lune qui reflète la lumière d'un autre.
Enfin, ce détachement est un acte de foi ultime en l'intelligence du processus. Elle fait confiance au fait que si cette connexion est d'essence divine, elle n'a pas besoin d'être forcée, manipulée ou attendue avec anxiété. En se détachant, elle libère le champ pour que la loi d'attraction opère selon la justesse vibratoire et non selon le besoin désespéré. Elle comprend que son vrai travail n'est pas de maintenir le lien, mais de devenir la fréquence à laquelle le lien véritable peut exister. Si l'autre est destiné à la rejoindre sur ce plan de réalité, il devra élever sa propre vibration pour atteindre la sienne. Elle ne descend plus, elle est. Et c'est depuis cette place souveraine qu'elle peut enfin accueillir, non pas un sauveur ou un projet, mais un partenaire égal, si et quand celui-ci se manifeste sous une forme congruente avec la paix qu'elle a conquise. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons explorer les signes que ce détachement est sain et aligné, et non une fuite, et comment il prépare le terrain pour la seule forme d'union qui vaille désormais. Ainsi, le détachement du féminin divin n'est pas un abandon de l'amour. C'est l'ascension de l'amour vers un plan où il n'a plus besoin de s'accrocher pour exister. C'est le passage de l'amour-besoin à l'amour-essence. Elle ne se détache pas de l'autre, elle se détache de l'ancienne version d'elle-même qui croyait avoir besoin de l'autre pour être complète. En faisant cela, elle offre à l'autre le plus grand cadeau, la possibilité de la rencontrer non comme une moitié affamée, mais comme un être entier, rayonnant, libre. Et c'est dans cet espace de liberté mutuelle que la véritable rencontre, si elle doit advenir, peut enfin avoir la saveur de la grâce et du choix conscient, et non plus de la fatalité ou de la compensation. Si le détachement est l'acte de naissance à sa propre essence, alors la suite est l'apprentissage de vivre dans ce nouveau territoire intérieur, d'explorer ses paysages et d'en devenir le souverain bienveillant. Car se détacher n'est pas un état figé de renoncement, c'est un mouvement dynamique qui redéfinit chaque interaction, chaque pensée, chaque souffle. Le premier paysage de ce nouveau territoire est celui d'une responsabilité énergétique radicale. Avant, une partie de ton énergie était inconsciemment branchée sur l'autre, comme une prise qui tire son courant d'une source extérieure. Le détachement, c'est le geste de débrancher cette prise et de découvrir que tu possèdes ton propre générateur. La responsabilité devient alors totale. Chaque baisse de vibration, chaque vague de tristesse ou d'irritation, n'est plus imputable à son silence ou à ses actions. Elle est un signal de ton propre système intérieur. Tu apprends à écouter les messages de ton énergie sans les projeter à l'extérieur. Une fatigue soudaine n'est plus à cause de son indécision, mais le signe que tu dois te reposer. Une anxiété qui monte n'est plus la peur qu'il ne revienne pas, mais l'indice d'une vieille blessure qui demande à être apaisée en toi. Ce recentrage te rend incroyablement puissante, car tu reprends le contrôle de ton climat intérieur. Tu n'es plus une barque ballottée par les vagues de ses humeurs, tu deviens l'architecte de ton propre port. Ce recentrage s'accompagne d'une redécouverte de la joie autosuffisante. Pendant longtemps, la joie était conditionnelle, liée à un signe de lui, à un espoir de réunion. La joie devenait une récompense pour avoir bien tenu le cap. Désormais, la joie devient une pratique quotidienne et gratuite. Elle émerge de sources simples et directes. La beauté d'un ciel, le plaisir d'une création, la chaleur d'une amitié, le bien-être dans ton corps. Cette joie n'a pas besoin de témoins, de validation, ni d'être partagée pour être valide. Elle est une émanation naturelle de ton état d'être aligné. Tu cultives délibérément ces moments, non pas pour montrer que tu vas bien, mais parce que c'est ton droit et ton essence même de ressentir de la joie. Cette joie autosuffisante est le carburant de ta nouvelle vie. Elle est la preuve vivante que tu n'attends plus rien de l'extérieur pour être heureuse. Quelle source simple de joie autosuffisante as-tu redécouverte ou cultivée récemment? Partage-la en commentaire. Ces petites étincelles allument de grands feux. Le troisième paysage est celui d'une nouvelle économie relationnelle. Dans l'ancien modèle, la relation avec lui était l'investissement principal, souvent déficitaire, qui drainait tous tes autres comptes énergétiques. Maintenant, tu établis un budget équilibré. Tu investis ton énergie en priorité dans la relation avec toi-même, soins, croissance, plaisir. Puis, tu l'investis dans tes autres relations nourrissantes, famille, amis, communauté. Enfin, s'il reste un surplus et que la dynamique avec lui devient saine et réciproque, tu peux y investir à nouveau, mais consciemment et proportionnellement. Il n'est plus le centre de ton économie affective, il devient une possibilité d'échange parmi d'autres. Cette réorganisation te protège de l'épuisement et de la dépendance. Elle te permet de voir la relation pour ce qu'elle est réellement, sans la surcharge émotionnelle qui faussait tout.
Tu peux alors faire des choix clairs. Cette dynamique m'apporte-t-elle plus qu'elle ne me coûte? Contribue-t-elle à mon expansion ou la freine-t-elle? Parallèlement, émerge une capacité à aimer sans s'identifier. C'est peut-être la plus haute réalisation de ce détachement. Tu peux toujours éprouver de l'amour pour lui, reconnaître le lien d'âme, souhaiter son bonheur. Mais cet amour ne définit plus qui tu es. Tu n'es plus la femme qui aime cet homme. Tu es un être qui, parmi ses nombreuses qualités et expériences, a de l'amour pour une autre âme. Cette nuance est colossale. Elle retire le drame, la souffrance identitaire. L'amour devient un sentiment que tu possèdes, non un état qui te possède. Tu peux le ressentir sans en être consumé, sans qu'il ne te tire hors de ton centre. C'est un amour léger, libre, qui ne demande rien en retour, car il émane d'un lieu de plénitude, non de manque. Il est semblable à l'amour que l'on peut porter à un lieu sacré lointain. On l'honorait, il fait partie de notre cœur, mais il ne détermine pas notre vie quotidienne. Ce détachement ouvre aussi la porte à une créativité débridée. L'énergie mentale et émotionnelle autrefois captivée par l'analyse, l'attente et la gestion de la relation, est soudain libérée. Elle cherche de nouveaux canaux d'expression. Tu peux te découvrir des talents ignorés, des passions enfouies, une envie soudaine de créer, d'écrire, de peindre, d'entreprendre, de danser. Cette créativité n'est pas une distraction, c'est la force vitale de ton être qui, n'étant plus bloqué dans un circuit fermé de rumination, se déploie naturellement vers l'extérieur. Créer devient une manière d'incarner ta nouvelle essence, de laisser une trace de ta transformation dans le monde tangible. C'est aussi une façon puissante de te réapproprier ton récit. Tu n'es plus le personnage passif d'une attente, tu deviens l'auteur actif de ta propre histoire. Enfin, ce territoire nouveau est gouverné par une foi tranquille en la synchronicité intelligente. Tu as lâché le contrôle du « comment » et du « quand ». Tu ne dresses plus de plans détaillés pour la réunion, tu ne forces plus les signes. À la place, tu développes une confiance dans le fait que la vie, l'univers, ton propre guide intérieur, sait orchestrer les rencontres et les événements parfaitement alignés avec qui tu es devenu. Tu deviens sensible aux opportunités organiques, aux rencontres inattendues, aux inspirations soudaines qui te poussent dans une nouvelle direction. Tu agis à partir de ton inspiration du moment, non plus à partir d'un scénario préétabli centré sur lui. Et tu observes, avec une curiosité détachée, comment ces actions, menées dans l'alignement avec toi-même, recomposent peu à peu le puzzle de ta vie, parfois en y intégrant l'autre d'une manière nouvelle et surprenante, parfois en ouvrant des portes que tu n'avais même pas imaginées. Vivre dans ce territoire n'est pas un retrait du monde ou de l'amour. C'est un engagement plus profond et plus vrai envers ta propre existence. C'est comprendre que le plus grand amour que tu puisses offrir à quiconque, y compris à ta flamme jumelle, est celui d'un être pleinement réalisé, joyeux, créatif et libre. Ce détachement n'est pas une fin de l'histoire d'amour. C'est la transformation de cette histoire d'un conte de fées dépendant en une épopée de souveraineté, où l'amour n'est plus le but à atteindre, mais la musique de fond qui accompagne l'exploration magnifique et courageuse de ton propre potentiel infini. Et c'est depuis cette place de puissance paisible que toute rencontre future, quelle qu'elle soit, sera empreinte d'une qualité de choix et de vérité bien plus précieuse que n'importe quelle union née du besoin. Bienvenue dans l'étape suivante de cette souveraineté retrouvée. Si le détachement a dessiné les frontières d'un nouveau royaume intérieur, l'exploration qui suit consiste à en devenir le monarque bienveillant et actif. Car il ne suffit pas de posséder un territoire, il faut l'administrer avec sagesse, y instaurer des lois justes, et surtout, apprendre à y vivre pleinement, sans regarder sans cesse par-dessus la frontière vers l'ancien pays. La première loi de ce royaume est celle du gouvernement de l'attention. Ton attention est ta ressource la plus précieuse, la monnaie royale de ton monde intérieur. Avant, elle était souvent pillée par des pensées intrusives, des scénarios catastrophes, des analyses sans fin de l'autre. Désormais, tu exerces un droit de regard souverain. Tu observes tes pensées défiler comme des sujets sur une place publique. Tu reconnais celles qui servent ton expansion, la créativité, la gratitude, la planification positive, et tu honores leur passage. Tu identifies celles qui viennent semer le trouble, les doutes hérités, les peurs de l'abandon, les nostalgies stériles et, avec une fermeté douce, tu leur refuses l'accès au centre de ton palais mental. Tu ne les combats pas, tu les désinvestis. Tu rediriges délibérément ton attention vers ce qui construit, apaise et inspire. Cette discipline n'est pas un effort de contrôle, mais un art de la curation de ta propre conscience. Ce gouvernement s'étend au conseil des émotions.
Tu ne refoules plus ce que tu ressens, mais tu ne te laisses plus non plus submerger. Chaque émotion est un conseiller qui apporte une information. La tristesse parle d'un deuil à honorer. La colère, d'une frontière violée. La joie, d'un alignement retrouvé. Tu les écoutes, une à une, dans le silence de ta chambre du conseil intérieur. Tu leur demandes, quel est ton message? De quoi as-tu besoin? Puis, une fois le message reçu, tu les remercies et elles se retirent. Tu ne leur donnes plus le pouvoir de diriger tes actions ou de colorer tes jours entiers. Tu apprends à habiter tes émotions sans être habité par elles. Elles deviennent des vagues à la surface de ton océan intérieur, profondément calme. Quelle émotion, conseillère, as-tu appris à écouter différemment récemment et quel message t'a-t-elle apporté? Partage cette découverte en commentaire. La deuxième grande œuvre est l'aménagement du jardin des sens. Ton corps, longtemps négligé ou vécu comme le siège de l'angoisse, devient le terrain privilégié de ton incarnation souveraine. Tu le redécouvres par les sens. Tu manges avec conscience, savourant chaque bouchée. Tu bouges avec plaisir, sentant tes muscles travailler et ton sang circuler. Tu te touches avec bienveillance, appliquant une crème, prenant un bain. Tu écoutes de la musique qui fait vibrer tes cellules. Tu respires profondément, sentant l'air remplir tes poumons. Ce jardin sensoriel n'est pas un lieu de divertissement, mais un hôtel à ta présence terrestre. En l'entretenant, tu ancres ta nouvelle fréquence dans la matière. Tu prouves à ton être que tu es digne de soins, de beauté et de plaisir, pour toi-même et par toi-même. Cette réhabilitation sensorielle est un antidote puissant à la dissociation et à l'attente spirituelle éthérée. Vient ensuite le développement des alliances extérieures. Ton royaume n'est pas une île déserte. Le détachement de la dynamique fusionnelle te permet de voir et d'apprécier la richesse des autres connexions qui t'entourent. Tu réinvestis dans tes amitiés, non plus pour y parler de lui, mais pour partager des rires, des projets, des soutiens mutuels. Tu explores des connexions nouvelles, professionnelles, créatives, communautaires, qui te nourrissent et t'élargissent. Ces alliances ne sont pas des substituts, mais des piliers complémentaires qui viennent consolider l'architecture de ta vie. Elles te rappellent que tu es un être relationnel multiple et que ton bonheur ne repose pas sur un seul lien, aussi intense soit-il. Tu cultives un réseau de soutien et d'inspiration qui te rend plus résiliente et plus intéressante à toi-même. Parallèlement, tu inaugures la bibliothèque de ta propre sagesse. Tu arrêtes de chercher frénétiquement des réponses à l'extérieur, dans les livres des autres, les vidéos, les prédictions. Tu commences à compiler et à honorer ta propre histoire, tes propres insights, tes propres leçons. Tu écris, tu dessines, tu enregistres tes pensées. Tu deviens l'archiviste et la philosophe de ton propre voyage. Cette bibliothèque personnelle devient ta référence première. Quand une question se pose, tu y cherches d'abord. Que ai-je déjà traversé de semblable? Quelle vérité me suis-je déjà dite? Tu découvres que tu possèdes en toi une sagesse organique, forgée dans le feu de l'expérience, bien plus précieuse et adaptée que n'importe quel conseil générique. Tu deviens ta propre autorité. Enfin, la tâche la plus subtile et la plus importante est la célébration du temps présent comme territoire ultime. L'attente projetait tout le sens dans un futur hypothétique. La nostalgie le gardait prisonnier du passé. Maintenant, tu apprivoises l'art de vivre dans la seigneurie de l'instant. Tu ne te dis plus « quand ceci arrivera, alors je serai heureuse ». Tu regardes cet instant précis, avec son ciel, son atmosphère, ses sensations, et tu y cherches activement la beauté, la paix, la curiosité. Tu déclares que ce moment, tel qu'il est déjà le lieu de ta vie, déjà digne d'être vécu pleinement. Cette pratique dissout l'impression de « mise en suspens » qui a pu te hanter. Elle transforme le temps en un allié, en un espace à habiter richement, et non plus en un couloir à traverser vers une destination. Chaque jour devient une micronation dont tu es la dirigeante, avec ses défis, ses joies et ses découvertes à faire. Devenir le monarque de ton royaume intérieur n'est donc pas un exercice égoïste d'isolement. C'est un acte de responsabilité cosmique. En te gouvernant toi-même avec amour, clarté et force, tu émets une fréquence qui stabilise et élève le champ autour de toi. Tu deviens un point de paix dans le chaos, une source d'inspiration silencieuse, une preuve vivante qu'il est possible de traverser les feux de la transformation pour en émerger non pas amère ou éteinte, mais plus vivante, plus vaste et plus radieuse que jamais. Et c'est depuis cette forteresse de paix souveraine que tu pourras, si c'est ton chemin, envisager toute forme d'union non plus comme un sauvetage, mais comme l'alliance joyeuse et libre de deux royaumes prospères et entiers.
Si cette vision d'un détachement comme acte de puissance et de libération résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ensemble, nous honorons chaque étape de cette alchimie intérieure, sans jugement, dans la douceur et la force. Laisse en commentaire le mot « essence » pour affirmer ton choix de t'ancrer dans ton propre noyau divin, au-delà de toute dynamique. Le véritable amour ne lie pas, il libère. Et la première libération est toujours la tienne.